il y a des réponses politiques, des réponses juridiques, des réponses morales. On peut les hiérarchiser comme on veut. Deux choses, quand même, deux éléments qui ne sont pas une réponse, de briques pour construire une réponse. La première, c'est que le TNP est d'une certaine manière un formidable exemple de théorie des choix collectifs. C'est-à-dire que la plupart des États qui ont librement et après réflexion, ils n'ont pas tous fait librement et après réflexion, consenti à ratifier le TNP, ont estimé qu'il valait mieux, en pariant sur le fait qu'il y aurait un effet d'entraînement chez les autres, engager ce processus de neutralisation de la tentation nucléaire à travers un traité multilatéral, plutôt que d'envisager de conserver la voie nucléaire ouverte. Ce que je veux dire, c'est que quand on adhère à un traité comme celui-là, c'est pas seulement pour être gentil, c'est d'ailleurs pas rarement pour être gentil, ça consiste à dire, c'est aussi pour participer à un choix collectif qui est de dire, je fais le pari que si je le fais, mon voisin pourra le faire aussi. Bref, c'est quelque chose ça c'est un élément pour rappeler que la renonciation au nucléaire, ou le maintien de l'option nucléaire, ou la décision nucléaire sont des choses qui prennent en compte des paramètres qui sont infiniment plus divers que celui de je suis menacé, je ne suis pas menacé, je veux avoir une politique de puissance ou pas. Alors, sur le strict plan théorique, rien n'empêche qu'un État, qu'il s'agisse de la Corée du Nord, de l'Iran, du Zimbabwe, du Pérou, tout autre, puisse se dire, encore une fois, légitimement de son point de vue, je souhaite être nucléaire parce que, effectivement, je veux bénéficier des mêmes avantages, mais ce sont des avantages. Parce que ça, c'est un autre élément du débat. Être nucléaire, c'est pas seulement des avantages, c'est aussi des responsabilités. Ça fait partie aussi de ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, notre affirmation d'une reconnaissance de fait ne veut pas dire que l'argument ne peut pas exister pour d'autres. Mais au nom de nos intérêts politiques et au nom du droit, nous pouvons aussi, tout aussi légitimement, nous opposer à ce que ce chemin soit pris par l'État qui a le même raisonnement. C'est pas parce que le raisonnement est intellectuellement et politiquement construit et que c'est le même que le nôtre que ça veut dire qu'il apparaîtra et que c'est quelque chose que nous devons accepter. Un dernier mot là-dessus, c'est un autre élément, une autre brique plutôt. On peut dire, mais là c'est une thèse que je propose, on peut dire aussi qu'après tout, s'il y a bien trois pays qui devaient mériter, je mets avec beaucoup de guillemets cette expression, d'avoir l'arme nucléaire, ce sont les pays qui ont eu un rôle majeur, notamment dans les 30 dernières années, dans le maintien de l'ordre, de la paix et de la sécurité nationale, avec plus ou moins de succès. Mais en tout cas, quels sont les trois pays qui ont des responsabilités mondiales aujourd'hui? Il n'y en a que trois. Pour moi, la Russie et la Chine ne sont pas les pays qui ont des responsabilités militaires, sécuritaires mondiales. On voit aujourd'hui la Chine commencer à prendre sa part dans le maintien de la paix onusien, etc. Mais, donc je prétendrais même, j'irais même jusqu'à dire que la cohérence entre la liberté d'action, parce que ça leur permet d'exercer leurs responsabilités, y compris au titre d'autres arrangements internationaux, donne une cohérence à la possession par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis de l'arme nucléaire que n'ont peut-être pas d'autres. C'est une provocation. C'est une provocation, mais ce n'est pas seulement une provocation. Je disais l'argent que la nation consacre tous les ans à la dissuasion ne vise pas à fabriquer ou à concevoir de nouvelles armes nucléaires. Ce qu'il est nécessaire de faire, c'est que tant que la France conservera une dissuasion, les armes dont elle dispose soient dans la durée sûres, fiables et garanties au président. Voilà. Et c'est à ça que sert fondamentalement l'argent qui est investi dans le complexe nucléaire français, c'est de garantir au président qu'il aura en permanence, tant que la France décidera d'avoir une dissuasion, des armes nucléaires qui seront à la fois sûres, fiables et garanties dans leur fonctionnement et dans leur effet. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, juste les diplomates français dont je suis ont une expression qu'ils adorent, qui est la sécurité non diminuée pour tous. C'est un truc à peu près incompréhensible pour toute personne normalement constituée, qui est à peu près incompréhensible pour toute personne normalement constituée, mais qui veut bien dire quelque chose derrière. C'est que, évidemment, on peut être d'accord, et on peut très bien, d'ailleurs, je n'ai aucune difficulté à faire lien les propos de Barack Obama sur le monde libre d'armes nucléaires sans armes nucléaires. Il n'y a pas de difficulté dans l'objectif et l'énonciation de l'objectif.
D'ailleurs, même ça peut se discuter, d'ailleurs, mais à la limite, on pourrait très bien le faire. La question n'est pas celle-là, la question c'est les conditions dans lesquelles on y arrive. Et évidemment, la question n'est pas celle d'un désarmement unilatéral ou même multilatéral, la question est celle de la façon dont il faut transformer aujourd'hui l'ordre mondial, l'ordre international, de façon à arriver à cet objectif-là. Et Obama ne dit pas plus que ça, et il faut éviter de confondre dans ces affaires-là ce qui est de la politique de ce qui est de la communication. La dissuasion, c'est le déni. Donc c'est une poursuite en empêchant, en se prenant à la lettre des engagements qu'ils ont pris dans le TNP, les pays qui sont signataires de cette obligation, effectivement, qu'on leur dénie la possibilité. Mais je dirais que c'est la poursuite de la même chose. Et c'est la poursuite de quoi ? C'est la poursuite, effectivement, d'une logique qui peut, par-delà la dissuasion, réintroduire du désarmement. On en a parlé au temps de la guerre froide, mais aujourd'hui, la logique du désarmement, elle n'est pas passée par-dessus bord, même si on ne la voit pas aussi incarnée qu'on le souhaiterait. Les négociations avec l'Iran montrent que tout, il ne faut pas désespérer de tout. Et donc, dissuasion et désarmement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est deux logiques schizophrènes, et en même temps, ça doit marcher sur... c'est les deux pieds d'une avancée possible vers ce qu'est l'objectif ultime du traité de non-prolifération, qui est quand même un désarmement général et complet. On peut imaginer, d'abord, pour éviter que ce soit contourné, j'ai dit il faut limiter le nombre d'acteurs, parce que de toutes les façons, alors la menace pour tous de la multiplication des acteurs, qu'elles soient intentionnelles ou accidentelles, comme l'évoquait tout à l'heure monsieur, la menace liée à la multiplication, elle est évidemment importante, elle est pour tous. Donc c'est ça d'abord qu'il faut freiner. Ensuite, les logiques qui sont d'ores et déjà à l'œuvre chez les puissances nucléaires, qui sont plutôt de considérer qu'elles ont une force sanctuarisante, voire même pour certains qu'elles on pourrait s'astreindre à une logique de non-emploi en premier. Tout ça aussi, c'est une pédagogie qui peut amener à envisager effectivement que progressivement on limite le nombre des armes, on limite son comportement. Certains déjà n'évoquent la possibilité de ne dissuasier que des États nucléaires. La France ne dit pas ça tout à fait, mais certains États le disent. La dissuasion, c'est d'État nucléaire à État nucléaire. Pour la France, vous le savez, la définition, c'est les intérêts vitaux. C'est la nature de la menace et de l'agression qu'ont subi ces intérêts vitaux qui décide de... Pourquoi ? Bon, je ne reviens pas, parce qu'on n'a pas... voilà. Donc, logique de déni, mais une logique de déni qui s'inscrit autant dans une logique de la dissuasion que dans une logique possible de réactualisation ou d'actualisation du désarmement. Et moi, je pense pas du tout comme Nicolas Sarkozy qui disait réalité de la dissuasion, virtualité du désarmement. Non, je pense qu'il y a une réalité du désarmement, il y a une réalité absolument nécessaire. Et ça, il faut des initiatives, et je le disais, dans certains domaines, tu l'évoquais notamment sur la possibilité quand même d'avoir évité pour l'instant le pire en matière de prolifération, montre bien qu'il y a une urgence des négociations de désarmement dans ce domaine et dans d'autres.